À la une de ce journal, l'ONG Amour du Christ a organisé le jeudi 5 octobre une cérémonie de distinction de tous ses partenaires. Les femmes de l'Action des ouvrières du Christ des églises Assemblées de Dieu de la ville de Guiglo en Côte d'Ivoire ont célébré la 35e édition de la fête de leur organisation. La présidentielle kenyane est maintenue au 26 octobre prochain malgré le retrait de l'opposant Raila Odinga. Lors d'une première conférence sur le développement des routes aériennes, des spécialistes de l'industrie du voyage se sont réunis au Rwanda. 26 quotidiens et 34 hebdomadaires ont disparu en Algérie en l'espace de quelques mois seulement. À Londres, quelques artistes contemporains se réunissent afin de venir en aide aux victimes de la tour Grenfell. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal sur Béni TV. Débutant en religion par l'ONG Amour du Christ, dirigée par le couple pastoral Christelle et Olivier Nailly. Cette ONG a organisé le jeudi 5 octobre 2017 une cérémonie de distinction de tous ses partenaires. Reportage. L'ONG Amour du Christ a organisé une cérémonie de distinction des partenaires et de remise d'attestation de formation à plus de 60 veuves ayant suivi une formation sur l'autonomisation des femmes en collaboration avec le ministère de la Femme, la protection de l'enfant et de la solidarité. L'événement qui s'est tenu le vendredi 6 octobre 2017 à partir de 15 h à l'hôtel Belle-Côte a été marqué par la présence du Conseil de la République chargé de la culture et de la francophonie qui a animé un thème Libre ensemble, une vision de paix et de cohésion. Le révérend Olivier Nailly, ambassadeur de l'Organisation internationale de la francophonie, a d'entrée donné son discours. Et de pouvoir encourager nos mamans qui aspirent, n'est-ce pas, à avoir des activités génératrices de fonds afin de pouvoir faire face à leurs besoins au quotidien. Maintenant, l'autre sens, l'autre raison aussi de ces cérémonies-là, c'est de pouvoir communiquer le message du libre ensemble. C'est d'encourager, n'est-ce pas, ces mamans à pouvoir, dans leur entourage, dans leur vécu quotidien, propager le message de paix, faire de sorte à ce que la paix et la cohésion sociale, l'amour pour son prochain, la tolérance et l'acceptation de l'autre soient, n'est-ce pas, un mot de vie. Ensuite, le conseil du président de la République chargé de la culture de la francophonie, le docteur Philippe Ibitoa, a développé le thème « Libre ensemble, une vision de paix et de cohésion sociale ». Nous avons surtout dit au public, à la population qui est venue assister à cette conférence, que le libre ensemble, le vivre ensemble, c'est un appel individuel à avoir un comportement approprié, à avoir un état d'esprit approprié, donc de paix, d'envie d'aider les autres, d'envie de permettre aux autres d'avancer. Enfin, la servante de Dieu Christelle Nailly a également transmis aux veuves venues nombreuses à la cérémonie de leur attestation de formation sanctionnant les cours sur l'autonomisation des femmes effectués par le ministère de la Famille. Depuis un an, nous avons commencé ce vaste programme de formation depuis Daloa, depuis juin 2016, par rapport à la formation sur l'autonomisation de la femme, un thème qui est très très important. Les personnes qui ont cru en nous, nous avons commencé au début, dans nos faibles commencements. Ça veut que jusque-là, nous sommes toujours faibles, mais qui ont eu confiance en nous. Donc, on a décidé aujourd'hui de les honorer. Les regards de ces veuves sont tournés maintenant vers le ministère de la Femme en vue d'obtenir un financement pour démarrer des micro-activités génératrices de revenus pour leur donner de faire à leurs besoins quotidiens. Fort est de signaler que cet événement a été aussi marqué par la prestation du chanteur Paul Anderson. Les femmes de l'AOC entendaient l'Action des ouvrières du Christ des églises Assemblées de Dieu de la ville de Guiglo en Côte d'Ivoire ont célébré la 35e édition de la fête de leur organisation. La 35e édition de l'Action des ouvrières du Christ en abrégé AOC des églises des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire n'est pas passée inaperçue à Guiglo. Occasion pour plus de 500 femmes de l'AOC des églises des Assemblées de Dieu, temple du symbole de Guiglo et annexe de communier entre elles.
Au cours des allocutions, Mme Baléontine, présidente du comité d'organisation, s'est félicitée de l'engouement autour de cette édition, non sans remercier les femmes et hommes pour leur implication dans la réussite des activités. À sa suite, Hélène Gauzé, présidente régionale des femmes AOC prenant la parole, a rappelé le thème de l'année. Femmes, lève-toi et brille. Pour elle, ce thème rappelle aux femmes la nécessité d'œuvrer pour le Seigneur. Le thème de cette année, en Ésaïe 60, verset 1, c'est prendre l'engagement d'œuvrer fortement pour Jésus. Cette fête de Naosé est une occasion de passer un moment d'enseignement ensemble, de leur donner à manger, de nettoyer chez eux, d'encourager les groupes AOC, ANES AOC. Gauzé Antoine, pasteur principal de l'église Assemblée de Dieu du Temple, symbole, a d'abord conseillé une vie de prière, ensuite exhorter les femmes à briller par leur comportement en tout temps et en tout lieu, avant d'inviter l'ensemble du corps du Christ au travail, synonyme d'engagement pour le Seigneur. Esaïe a dit au peuple de Dieu, lève-toi, sors du mauvais lieu, abandonne tes vieilles habitudes, sors de ton comportement, quitte ton caractère, sors et travaille pour ton Dieu. Car ta lumière arrive, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu arrive. Bien avant cette journée, les femmes AOC ont mené des actions sociales en faveur des populations. Opération coup de balai, les cours de la préfecture, sous-préfecture, dons en vivres et non en vivres, et enveloppes aux orphelins du centre d'accueil et de transit pour enfants en difficulté, en abrégé ECI, et de l'ONG Interventions socio-médicales alimentaires des veuves et enfants orphelins de Guiglo, en abrégé ISAMEVO. Signalons que le clou de cette 35e édition a été marqué par un défilé et un concert de louanges. La 36e édition est prévue se tenir dans moins d'un an. Que Dieu vous bénisse. Le vendredi 6 octobre dernier, une très grande veillée de prière organisée à la MITG, la mission internationale Le Temple de la Grâce, dirigée par le révérend Oli David, a tenu toutes ses promesses, une veillée de miracles, de guérison et d'enseignement. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et la démonstration de celles qu'on espère. Conformément à cette parole tirée de Hébreux 11, le peuple de la MITG a longuement intercédé pour voir la main de Dieu agir lors de la veillée de prière du vendredi 6 octobre 2017. Mais la foi vient aussi de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, le prophète Oli David, dans sa prédication, a édifié le peuple de la mission internationale Temple de la Grâce sur la puissance de la foi. Le Christ n'est pas celui que maman Marie a mis au ventre. Maman Marie n'a pas la capacité, elle n'a pas le pouvoir de mettre Christ au monde. Mais elle a le pouvoir de mettre Jésus au monde. C'est pourquoi elle a poussé et Jésus est sorti. C'est le Christ, c'est le Jésus qui va amener la mort. Parce que Dieu est Dieu, vous ne verrez jamais la mort. Jésus a lié la mort. Et c'est le Christ qui s'est révélé. Un homme ordinaire, pour entrer dans une maison, il doit d'abord frapper la porte que on va l'ouvrir. Mais le Christ, après sa résurrection, n'a pas eu besoin de frapper la porte. Il a parlé. Après l'enseignement, ce fut le temps de la démonstration. Un temps de ministère au cours duquel Dieu a utilisé son oint pour opérer des guérisons et faire des révélations. Cette veillée de prière et de démonstration de la puissance de la foi a débuté dans la louange avec le groupe musical MITG et des artistes chantres invités. Parlons culture à présent dans cette édition avec les populations du village de Magamé situé dans le Gontougo, une région de la Côte d'Ivoire, qui ont célébré avec faste la fête des Ignames. Anissé Kouadio, notre correspondant, nous donne plus de détails.
Magam, situé à 30 km de Bondoukou, a commémoré la traditionnelle fête des Ignames, marquant la nouvelle année en pays bron, en présence des autorités administratives, religieuses et traditionnelles. Des moments de réjouissance à travers des chants et des danses. Cette fête des Ignames de Magam a été marquée de ces tenues traditionnelles qui font la fierté du peuple bron. Fille et cadre de Magam, président du comité d'organisation, a situé l'importance d'une telle cérémonie. La population de Magam est heureuse. Cette importante fête des Ignames l'a été célébrée chez les Brons. C'est un moment de réjouissance, de rencontres, d'échanges et de communion. Cette fête culturelle est même un facteur d'union et de développement. Pour le porte-parole de la chefferie traditionnelle, c'est un moment qui doit permettre aux jeunes d'avoir les pieds ancrés dans la tradition et la tête dans le modernisme. Cette fête a vu de nous sorcer dans la tradition bron et surtout permettre à nos progénitures d'avoir les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme. Parrain de l'événement, initiateur de la grande fête de l'Adaye Kessié, la fête du roi des Brons, a invité les jeunes à s'approprier leur culture. Mais si nous les jeunes, on ne s'intéresse pas à notre culture, la culture risque de mourir. Donc je demande à toute la jeunesse de s'intéresser à notre culture. Plus on va vers les sachants qui sont nos chefs traditionnels, ils vont nous enseigner, ils vont nous apprendre d'où nous venons. Aujourd'hui, c'est ça notre repère. Les meilleures femmes au niveau du concours culinaire ont été récompensées. Il y a eu également la prestation de certains artistes qui ont émerveillé le public. Notons que cette fête s'est également déroulée en présence de M. Crapierre, représentant le coparrain, M. Tano Kwasi Thompson. La tête dans le modernisme, les pieds ancrés dans la tradition pour sauvegarder et perpétuer les valeurs et les richesses traditionnelles. Nous ouvrons la page africaine dans ce journal en débutant par la présidentielle kenyane qui reste maintenue jusqu'au 26 octobre prochain malgré le retrait de l'opposant Raila Odinga. La justice a par ailleurs ordonné la candidature de 8 autres candidats éliminés. Au Kenya, le scrutin présidentiel aura bien lieu le 26 octobre. C'est ce qu'a annoncé mercredi soir la commission électorale. Des élections nécessaires pour que le pays puisse aller de l'avant. La commission électorale est obligée, n'est-ce pas, de poursuivre le processus parce que le pays doit continuer à fonctionner. C'est matériellement possible, c'est légalement possible. C'est donc une victoire pour les 8 candidats malheureux qui avaient obtenu gain de cause suite à l'invalidation du premier scrutin. Raila Odinga est lui aussi invité à participer à ce scrutin. Une proposition rejetée par l'opposition. On ne peut pas être forcé à suivre des règles trafiquées et nous, membres de la Super Alliance nationale, nous ne sommes pas satisfaits. Nous n'irons pas aux élections tant qu'il y aura des irrégularités. Les gens qui nous ont donné ce semblant d'élection, ils sont toujours là et ils continuent à nous dire que personne n'a été personnellement tenu coupable. Même si la commission électorale a lancé un appel au calme et au dialogue, dans les rues kenyanes, la mobilisation de l'opposition ne faiblit pas. Dans les rues des localités considérées comme les bastions de l'opposition, plusieurs manifestations ont eu lieu. Avec des slogans tels que « pas de réforme, pas d'élection », preuve que le Kenya n'en a pas fini avec ses rebondissements électoraux. L'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a accusé l'armée rwandaise de recourir à la torture pour extorquer des aveux à des suspects détenus illégalement dans un rapport qui a été publié mardi dernier. L'armée rwandaise encore dans la ligne de mire de Human Rights Watch. Un nouveau rapport de l'ONG de défense des droits de l'homme rendu public mardi dénonce des cas de torture et autres traitements inhumains dégradants exercés entre 2010 et 2016 par des militaires rwandais sur les détenus dans le dessein d'obtenir des aveux. Mon chemin de la courroie a commencé dès qu'on m'a transféré au bureau de l'actuel ministère de la Défense basé à Kimihurura. J'ai passé, on m'a amené dans une autre chambre, dans un autre bureau. Il y avait beaucoup de matériel qu'on utilise pour torturer les gens. On m'a torturé jusqu'au niveau d'utiliser une câble électrique. Comme cet homme, une centaine de personnes détenues illégalement ont été interrogées par Human Rights Watch pour produire
un document de 102 pages intitulé « Nous t'obligerons à avouer torture et détention militaire illégale au Rwanda ». Si les autorités rwandaises n'ont pas encore réagi, ce n'est pas pour la première fois que le régime de Paul Kagame est mis en cause dans une affaire de violation des droits de l'homme. C'est lors de la première conférence sur le développement des routes aériennes Aviadev 2017 que les spécialistes de l'industrie du voyage se sont retrouvés à Kigali au Rwanda afin d'échanger sur les activités commerciales en liaison avec l'aviation civile sur le continent africain. Regain des activités commerciales en lien avec l'aviation civile en Afrique en 2017, constat des spécialistes de l'industrie du voyage réunis à Kigali au Rwanda. Depuis le début de l'année, les statistiques révèlent une augmentation globale des arrivées des vols internationaux d'un peu plus de 13%. D'après le cabinet spécialisé Forward Keys, ce regain de l'activité des compagnies aériennes sur le continent est alimenté par les vols en provenance d'Amérique avec des scores de plus de 17,8% et l'Asie-Pacifique qui affiche une progression de 16,4%. La progression des vols en provenance de l'Europe est de 12,7% contre 12,5% pour les vols en provenance de l'Afrique. La progression de l'activité aéronautique serait encore meilleure s'il y avait davantage de connexions entre les pays africains pour accompagner la quête croissante des investissements en Afrique. 26 quotidiens et 34 hebdomadaires ont disparu en Algérie en l'espace de quelques mois seulement. Le secteur de la presse écrite algérienne est durement touché par la crise financière que traverse le pays. 26 quotidiens et 34 hebdomadaires, c'est le nombre de titres qui ont cessé de paraître en Algérie depuis 2014, année de la chute des cours pétroliers qui ont engendré le début de la crise financière dans le pays. Sur plus de 140 quotidiens algériens publiés dans les deux langues, français et arabe, seulement 21 tireraient plus de 10 000 exemplaires par jour. La crise financière a impacté le secteur de la presse et des titres pourraient disparaître. C'est une conséquence évidente. Il faut donc revoir le modèle économique. C'était le cas aussi dans les pays développés, notamment aux USA où de grands titres ont disparu ces dernières années. Mais la crise financière ne peut expliquer à elle seule la disparition d'une soixantaine de titres dans la presse écrite algérienne. D'autres causes sont pointées du doigt, la prolifération des journaux numériques, mais aussi la chute des recettes publicitaires estimées à près de 65% entre 2015 et 2016. Pour les professionnels, la situation est effectivement difficile puisqu'il s'agit d'affronter un marché publicitaire qui se rétrécit, il s'agit d'affronter une baisse de l'électorat, notamment pour les journaux, pour la presse écrite, puisque maintenant les gens utilisent beaucoup leur téléphone, leur smartphone, consultent les sites électroniques qui se portent mieux que la presse écrite. Il y a aussi la concurrence de télévision, puisque depuis 2014-2013, l'Algérie a ouvert le champ audiovisuel avec des télévisions privées qui ont pris aussi une place dans le paysage médiatique algérien. Mais globalement, la situation est difficile. Malgré le dépôt de bilan de 5 journaux depuis le début 2017, les principaux journaux de référence algériens se portent plutôt bien. Le paysage médiatique du pays reste tout de même dense, avec près de 140 titres qui tirent au total près de 900 000 exemplaires par jour. Il a fallu 18 mois pour mettre sur pied le tout nouveau port international d'Owendo, près de Libreville, au Gabon. Avec un coût d'environ 300 millions de dollars, ce port a été officiellement ouvert samedi dernier. Au Gabon, le nouveau port international d'Owendo, près de Libreville, est officiellement opérationnel depuis samedi soir. Construit en 18 mois par le groupe singapourien Olam d'un coût d'environ 300 millions de dollars, ce port est une modernisation de celui existant en périphérie sud-est de la capitale, principale voie d'entrée des marchandises sur la façade atlantique de ce pays enclavé d'Afrique centrale. L'idée, c'était vraiment de faire un port efficace pour la sous-région par rapport à ce qui se passe dans la sous-région. Un port très efficace et très efficient pour le Gabon, qui permettent justement après de désengorger l'économie et aussi de diminuer les prix par la même occasion au niveau des passages portuaires.
La construction et la mise en service de cette nouvelle infrastructure portuaire qui s'étend sur 18 hectares avec une capacité de 150 000 conteneurs et 3 millions de tonnes par an a été au cœur d'un bras de fer entre Olam International et Bolloré, jusqu'ici en situation de monopole au Gabon, selon une convention de concession signée en 2007. Sommet de préciser sa position sur l'indépendance de la Catalogne, Carlos Puigdemont a écrit lundi dans un courrier que sa priorité était de dialoguer lors des 2 prochains mois. Non satisfait, Madrid vient de donner un ultime délai de 3 jours. Reportage. Carles Puigdemont attendait une réponse du gouvernement espagnol à son appel au dialogue. Ce dernier lui a répondu sèchement ce lundi. Je crois qu'il n'est crédible pour personne que le président Puigdemont lance un appel au dialogue au nom de la Catalogne alors qu'il refuse le débat au Parlement. Il adopte une politique du fait accompli et impose ses positions aux citoyens. Les positions sont donc figées. Madrid souhaite que le leader catalan clarifie sa position sur l'indépendance. Carles Puigdemont a suspendu une déclaration d'indépendance à peine annoncée et a appelé le gouvernement espagnol au dialogue. Notre proposition de dialogue est sincère, mais elle est incompatible avec le climat de tension et de menace. Notre deuxième demande est que nous organisions le plus vite possible une réunion. Nous ne pouvons pas laisser la situation se détériorer davantage. Carles Puigdemont a jusqu'à jeudi 10h pour clarifier sa position sur l'indépendance. Le cas échéant, Madrid pourrait activer l'article 155 de la Constitution et suspendre l'autonomie de la Catalogne. Depuis le 1er octobre dernier et le référendum interdit par la justice, la perspective d'une indépendance affole les milieux d'affaires et inquiète l'Union européenne. Les États membres de l'Union ont d'ores et déjà déclaré qu'ils ne reconnaîtraient pas un éventuel État de Catalogne. Afin de venir en aide aux victimes de la tour Grenfell de Londres, plusieurs artistes contemporains, dont des Britanniques, ont fait don de leurs œuvres lors d'une vente aux enchères qui s'est tenue ce lundi. Ils mettent leur notoriété au service des victimes de la tour Grenfell de Londres. Une dizaine d'artistes contemporains britanniques ont donné quelques-unes de leurs œuvres pour une vente aux enchères qui se tiendra lundi chez Sotheby's. À la clé, entre 800 000 et 1 million d'euros qui seront répartis entre les 158 familles survivantes. Les artistes sont tout le temps sollicités, il est donc très difficile de les convaincre de donner leur travail, mais dans ce cas, pratiquement tous les artistes présents ici sont des Londoniens et Grenfell a touché leur âme. Wolfgang Tillmans, Anthony Gormley, Tracy Emin ou encore Sarah Lucas ont répondu présents. La tour Grenfell, un immeuble de logements sociaux de 24 étages, a été ravagé par les flammes en juin dernier. 80 personnes ont été tuées. L'incendie est parti d'un réfrigérateur défaillant, mais l'état de la tour et les derniers travaux de ravalement sont mis en cause. De nombreux survivants doivent encore être relogés et vivent toujours dans des hôtels. Le cours du Bitcoin, moyen de paiement virtuel qui n'est pas régulé, a atteint ce jeudi un niveau jamais vu depuis son lancement il y a plus de 8 années et demie, montant à plus de 5 000 $ pour un Bitcoin. Suivons cette vidéographie pour plus d'explications. Le Bitcoin est une monnaie dématérialisée créée en 2009 à partir de codes informatiques par une ou un groupe de personnes dont l'identité reste encore mystérieuse. Contrairement à une monnaie classique, elle ne dépend d'aucun gouvernement ni d'aucune banque centrale. Le contrôle et la régulation du Bitcoin sont assurés par ses utilisateurs via le système de blockchain, chaîne de blocs, un livre de compte infalsifiable qui contient l'ensemble de l'historique partagé dans le réseau. Ce processus mathématique permet des transferts anonymes et sécurisés. Les utilisateurs créent d'abord un porte-monnaie à Bitcoin en utilisant leur ordinateur ou téléphone. Ce porte-monnaie prend la forme d'une adresse unique qu'on utilise à chaque transaction. Ils peuvent l'utiliser pour acheter sur le net des biens ou des services, ou bien les échanger avec d'autres devises. Tout paiement est validé par des membres de la communauté qui tracent l'origine de chaque Bitcoin en utilisant un logiciel de minage. Cela garantit que chaque Bitcoin ne peut être dépensé dans plusieurs endroits simultanément. Durant le minage, les ordinateurs des membres du réseau font tourner des algorithmes cryptographiques qui nécessitent beaucoup de ressources.
Ils sont mis en concurrence et les plus rapides sont récompensés par des nouveaux bitcoins. C'est la seule et unique façon de créer de nouveaux bitcoins. Mais il y a une limite, 21 millions d'unités, dont les 3/4 sont déjà en circulation. Les avantages de cette crypto-monnaie sont nombreux. Anonymat des transactions, transfert quasi instantané et frais nuls, absence de limite dans les montants, pas d'intermédiaire. A l'inverse, certains voient dans cette monnaie dématérialisée des inconvénients. Le caractère irréversible des transactions, sa volatilité due au faible volume échangé et la sécurité. Mal protégés, les portefeuilles numériques peuvent être volés par des pirates informatiques. Enfin, certains regrettent que la discrétion des transactions permette toutes sortes de trafics sur des marchés illégaux sur Internet. Choka, please tell us the time. Tel est le titre du documentaire qui a été tourné en caméra cachée dans un centre de détention d'une île australienne. Le film a été présenté au Festival du film de Londres. Manus est une des îles de l'Amirauté, une île paradisiaque où l'Australie gère un centre de rétention où sont regroupés des demandeurs d'asile. Un documentaire Choka, Please Tell Us the Time y a été tourné par un des détenus avec un téléphone portable. Le film a été présenté au Festival du film de Londres. Nous voulions faire quelque chose de poétique et donner un espace de réflexion aux spectateurs. Si on ne fait pas quelque chose de poétique, on ne donne pas au public la possibilité de réfléchir à partir de ce film. Nous avons l'habitude de voir les articles et de lire ces histoires tout le temps, mais l'impact de quelque chose d'aussi proche de nous et qui a été vécu par la personne qui filme rend le documentaire beaucoup plus pertinent et beaucoup plus fort. Behrouz Bouchani, qui a tourné les images, les avait faites passer par WhatsApp auprès du co-réalisateur Arash Kamali Sarvestani, installé aux Pays-Bas. Terminons ce journal en sport et nous parlons de l'INSEP où se forment les champions français de demain. Victor Yoka, lui, rêve de suivre les traces de son grand frère Tony, champion olympique des poids lourds en 2016. Regardez. L'INSEP, la fabrique des champions olympiques aux portes de Paris. Large au-dessus et je mets mon bras arrière. Ici, tac, tac, ici, paf, 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 et je donne dessus. Ok, Victor, viens ici. Je donne là, ici, si je donne, lui donne son bras arrière, je passe là et je donne là. Victor, c'est le petit frère de Tony Yoka, champion olympique des poids lourds en 2016. Et pour être en mesure de marcher sur les traces de son frère, Victor doit, à 19 ans, se faire un prénom. Et la journée d'un champion commence tôt, 7 h, l'heure de prendre des forces, avant une journée marathon où il alterne ses cours de BTS Management et les entraînements intensifs. Pour les boxeurs, le poids est déterminant, l'entraîneur de Victor ne laisse rien passer. Je te jure, je suis allé au petit-déj. Et alors? C'est le petit-déj. Et alors? Mais ça va redescendre 4 kilos avec le petit-déj. Non, je sais pas, 4 kilos. Allez messieurs, dans 25 secondes, on valide les 10 minutes. Oui. Allez, on relance. Allez, allez, allez. On y va, on y va, on y va. Allez, messieurs, allez. On n'a pas une vie comme tout le monde, moi. Depuis que je suis jeune, mais c'est comme ça. C'est un choix qu'on a fait. On veut être des sportifs de haut niveau. On a des rêves, donc il faut se donner les moyens, c'est comme ça. Victor est l'un des espoirs de la boxe tricolore, champion de France cadet en 2014, une boxe atypique, basée sur l'esquive et la contre-attaque que son père, boxeur professionnel, lui a transmise. Mohamed, l'entraîneur de Victor, a également coaché Tony Yoka lors de son passage à l'INSEP. Pour lui, pas de comparaison possible. La comparaison, le rapprochement, il se fait presque juste au nom de famille. Voilà, ils ont vraiment deux styles complètement différents. Victor l'a bien compris. Il sait aussi qu'il porte un nom difficile à porter. Ça ajoute une pression, mais je trouve qu'il la gère bien. Je sens que c'est plus un levier pour lui qu'une faiblesse. La victoire de son frère à Rio, Victor l'a revue des centaines de fois, comme pour mieux s'en inspirer. Un socle sur lequel il pose les fondations de sa propre destinée. Moi, je me vois suivre le même parcours à peu près, ou pourquoi pas même mieux. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, je pars du principe que si tu fais un sport sans l'objectif d'être le meilleur, ça sert à rien de le faire, personnellement. Donc oui, c'est sûr que dans mon futur, je me vois champion olympique aussi.
Déjà, les Jeux Olympiques en soi, c'est une compétition grandiose. C'est la meilleure compétition pour tout le monde. Hein. Alors en plus à Paris, devant son public, devant sa famille, ses amis. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Une médaille d'or. Une médaille d'or. Plein de médailles d'or. Des rêves d'or, de gloire et de Marseillaise. La même détermination, la même ambition affichée que son frère. La soif de vaincre, de conquérir les podiums olympiques. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que nous refermons les portes de ce journal. Restez bénis sur votre chaîne The Blessing Channel. À bientôt.